Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade sur les pas du compère Guilry, célèbre personnage d'une chanson pour enfants issue d'une fratrie de brigands. Car figurez-vous que les frères Guilry, s'ils ont sévi dans le Poitou, la Saintonge et la Guyenne à la fin du XVIe et au début du XVIIe, sont venus se sédentariser dans notre région, au château des Essarts, où ils avaient élu domicile, mais aussi, selon la tradition populaire, dans un repère discret, le vieux logis du bois Potillot, situé sur la commune de la Merlatière. C'est donc à la Merlatière, en empruntant le sentier qui porte le nom de compère Guilry, que nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur ce bandit et aussi peut-être sur le trésor qu'il aurait caché sur ce parcours. Et pour cela, je ne vais pas être tout seul, puisque pour une fois, je vais être accompagné, tout au moins sur une partie du parcours, par Thomas Catherine. Thomas est un expert de la légende des bandits Guilry. C'est d'ailleurs lui qui dirige aujourd'hui le parc d'animation qui siège au château des Essarts, où ont donc vécu les frères Guilry. Alors j'ai rendez-vous avec lui au début du sentier, place de l'église, juste derrière moi. C'est bien sûr en plein cœur du village de la Merlatière. Ah, Thomas est déjà là, il nous attend. Thomas, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, bien. Bon, tu regardais déjà notre parcours. Et oui. Alors c'est simple, on va faire une grande boucle de 12 km. On en a environ pour 3 heures. Alors toi, tu vas nous suivre sur une partie du trajet. Et puis c'est très très simple, il suffit de suivre le balisage en jaune. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va. Installée à l'extrême sud-ouest du territoire sur le bassin versant de la Boulogne, la commune de la Merlatière jouit d'un cadre de vie agréable avec ses rivières, ses étangs et ses beaux paysages de nature. Elle comprend aujourd'hui 1 millier d'habitants. L'origine de son nom viendrait du latin merus, qui signifie pur, et lateria, qui veut dire terre à briques. La première mention historique de la Merlatière remonte à 1270, date à laquelle son église est répertoriée. Elle daterait en fait du XIIe siècle, avec des éléments plus récents des XIIIe et XIVe siècles. La Merlatière était autrefois une châtellerie associée au château des Gats, et sa juridiction s'étendait sur la majeure partie des paroisses de la Merlatière. Après la Révolution, la commune sera rattachée dans un premier temps au canton de Belleville, avant de rejoindre celui des Essarts en 1801. Alors Thomas, je le disais tout à l'heure, tu connais bien l'histoire des Guilry, puisque tu as créé un parc autour de leur histoire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, pour les besoins de notre parc, en 2019, on s'est intéressé un petit peu à l'histoire des Guilry, puisqu'ils sont dans nos archives au château notamment. Et quand on a épluché les archives, on s'est aperçu que leur passage était quand même très répétitif sur cet endroit. Et donc en 2019, on a créé une animation qui s'appelle le Trésor des Guilry. Et animation ensuite qui a été développée en 2021 pour les besoins d'un spectacle qui s'appelait Silence ça tourne et qui a raconté toute leur histoire. D'accord, et ça c'est aux Essarts. C'est aux Essarts, tout à fait. D'accord, dans le château. Dans le château. La classe. Exactement. Bon, là on est sorti du bourg, on commence à voir des grands chemins, alors de remembrement mais pas que, entre les prés, puis on voit même des étangs un petit peu plus loin. Oui. Moi je voudrais que tu me parles des frères Guilry, et puis surtout comprendre, alors apparemment c'est une grande passion pour toi, mais comprendre le rapport qu'ils ont avec notre région. Oui, plus particulièrement ici, sur notre secteur. Effectivement, les frères Guilry sont au nombre de 3. Ils sont natifs de la commune de Boulogne, Oui. donc pas très loin. Et leur papa est maçon, donc ils ne sont pas d'une grande condition à la base. Et justement, lorsque l'aîné de la famille, notamment Philippe, est en âge de partir à la guerre, eh bien, il va se faire enrôler dans l'armée du duc de Mercœur pendant les guerres de religion. D'accord. Et à l'époque, le duc de Mercœur, c'est le propriétaire du château des Essarts. D'accord. Donc voilà, Premier lien. premier lien. Lorsqu'il part à la guerre, eh bien, automatiquement, il est plutôt efficace, plutôt consciencieux, et il suit relativement bien les ordres. Et puis vient l'édit de Nantes, donc la fin de ces fameuses guerres de religion. Et justement, eh bien, il va revenir dans notre région, où il va rencontrer sa femme, Marguerite, qui est la fille du drapier de Legé. Et justement, eh bien, ça va être l'occasion pour lui d'apprendre un nouveau métier avec son beau-père, et il va devenir drapier. Donc, grâce à son charme, son charisme et surtout son bagou, il fera un excellent vendeur. Donc, il va rester quelques temps avec son beau-père justement à exercer la profession. Et puis, Philippe Guilry va commencer à s'ennuyer. Et c'est là que va commencer un petit peu une succession de décisions qu'il va prendre. Eh bien, Philippe Guilry va commencer à larciner
à À droite, larciner. à larciner, À à larciner. droite et à gauche. Commettre des petits larcins. Exactement. D'accord. Et notamment dans les bois de Machecou. Ok. Il va détrousser quelques personnes au passage et il va se faire prendre par la maréchaussée où justement eh bien, le propriétaire de Machecou va faire de lui un exemple et va le punir puisqu'il va le mettre nu sur un mulet et il sera fouetté par le personnel du château. Carrément. Carrément. D'accord. Et justement, Philippe Guilhery, avec son ego, va commencer à se dire je vais me venger. Et c'est là que va commencer finalement pour lui une mission un peu particulière. Il va rester posté pas très loin du château de Machecou pendant plusieurs mois pour observer les relèves de garde et pour pouvoir trouver une faille justement dans ces fameuses relèves pour ensuite se venger et aller piller le château tout seul. D'accord. Donc il va commencer à observer jusqu'au jour où il va avoir l'opportunité d'aller dérober de l'argenterie notamment au château de Machecou. Et il va attendre encore plusieurs mois justement avant de remonter sur Paris pour vendre le fruit de son vol. D'accord, oui, donc c'est carrément du vol organisé. Ah là, c'est une vraie organisation, mais très militaire, voilà, très consciencieux. Et lorsqu'il est temps pour lui de remonter sur Paris, eh bien, il s'arrête à Saumur, où là, il se fait repérer et automatiquement, il se fait emprisonner dans les prisons de Saumur. Et là va commencer un autre récit assez incroyable de la part de Philippe, puisque arrivé à Saumur, dans la prison, il va bénéficier de son statut social de drapier, qui était relativement noble à l'époque, pour justement faire passer aux gardes que ce serait bien qu'il aille dans les toilettes communes plutôt que de rester dans sa cellule. Et le garde accepte, Philippe Guilhery part aux toilettes. Pendant qu'il est aux toilettes, bizarrement, il y a une petite rébellion dans une cellule voisine, donc il y a une bagarre. Les gardes sont occupés à cette fameuse bagarre. Comme dans les films. Comme dans les films. Comme dans les films. Philippe Guilhery retrousse ses choses, commence à s'arranger différemment au niveau de ses vêtements, et va tout simplement passer dans le dos des gardes et s'évader de la prison de Saumur. D'accord. Donc c'est assez épique quand même. C'est rocambolesque. Une fois qu'il est sorti de la prison de Saumur, il va tomber sur des comédiens, où là il va commencer à leur raconter une histoire, où les comédiens vont le prendre un petit peu en empathie. Et finalement, il va se cacher dans les malles à costumes de ces fameux comédiens et partir avec eux sur les routes pendant près de 5 mois. Donc il va apprendre à se maquiller, à se grimer, changer sa voix, etc., etc. Et au bout de 5 mois, il tombe malade et avec la fièvre, eh bien, il va rester dans une auberge que les comédiens fréquentaient. Et les comédiens vont le laisser tout simplement en place, laissé pratiquement pour mort. Et donc c'est la tenancière de cette auberge qui va le soigner, le remettre sur pied. Il va reprendre un peu de force et finalement il va guérir et repartir, rejoindre sa femme Marguerite sur la région de Legé. Et c'est retour aux sources, effectivement, et c'est là où il va y avoir encore un autre événement qui va le faire basculer à nouveau, ça va être le décès de sa femme, puisque lorsqu'elle portera son enfant, décédera. Et Philippe Guilhery, lui, va trouver l'opportunité de changer complètement de vie, va rappeler des anciens compagnons d'armes avec le duc de Mercœur, enrôler ses 2 autres frères, et ils vont constituer une troupe de brigands qui va commencer à détrousser les nobles sur les routes de Bordeaux jusqu'à Rouen. Donc ce ne sera pas rien. Il va replonger, comme on peut dire. Et ils avaient une particularité, c'était toujours de voler un noble. Il lui laissait juste assez d'argent pour se rendre à destination et raconter son histoire. Il récupérait une autre partie qui était redonnée aux habitants pour éviter qu'ils parlent. Et la dernière partie était gardée pour eux, justement pour constituer une trésorerie et se faire plusieurs retraites, si on peut dire. Et donc là, ils étaient dans la région. Ils étaient dans la région et effectivement, c'est là où la Merlatière, les Essarts et Boulogne étaient très importants. C'était des localités qu'ils connaissaient très bien. Et notamment, pas très loin d'ici, au logis Patuau, c'est là où ils avaient un principal repère. Et c'est là où justement il va y avoir une mémoire un peu sentimentale pour Philippe Guilhery, puisqu'effectivement, lorsque une armée est montée pour les débusquer, ils vont se retrouver au logis Patuau. Et c'est le 2e frère de Philippe qui, lui, va essayer de les tenir en respect, pendant que ses 2 autres frères s'en vont et s'échappent, avec le reste des hommes et une partie du butin également. Et son frère donc sera arrêté et à titre exemplaire sera exécuté par le bourreau de Nantes à l'époque, qui fera de lui un exemple et sera violemment maltraité dans un premier temps, exécuté dans un deuxième temps. Et justement, Philippe Guilhery tiendra la Merlatière un petit peu dans son cœur pour ça, et dans un deuxième temps, il essaiera de retrouver le bourreau de Nantes qui a exécuté son frère. Ce bourreau, il va le retrouver, il va le capturer, et il va l'amener dans un bois pas très loin du logis du bois Patuau, et il va le pendre. D'accord. Et c'est le seul acte
que Philippe Guilry fera en tant que d'extrême violence, hein, si on peut dire. Donc ce sera le seul cas de violence que Philippe fera, ce sera envers cet homme. D'accord, alors c'est une histoire beaucoup plus sombre que ce que j'imaginais, parce Un que petit peu. moi je connais la chanson, il y a une chanson. Il y a une chanson, C'est une oui, comptine pour enfants, c'est ça? un peu plus. Il s'en fut à la chasse au peintre carabi, titi carabi, toto carabo, compère Guillery. Te les ras-tu, te les ras-tu, te les ras-tu mourir. Et moi je pensais que c'était une petite histoire légère, mais pas du tout. Non, pas du tout. Effectivement, dans la comptine, on parle de Philippe Guilry comme un chasseur qui va à la chasse aux perdrix, etc., etc. Ça fait de lui quelqu'un d'un petit peu maladroit et ça le rend un petit peu drôle dans l'histoire. Et à noter que dans la chanson, la perdrix est liée en fait au seigneur de Launis, qui avait justement la perdrix sur son blason d'origine. D'accord. Et Launis qui malheureusement subit les assauts des Guillery avec des nobles qui ont été détroussés bon nombre de fois sur place. D'accord. Ouais. Alors j'écouterai plus la chanson de la même Ah, c'est- manière, même si je n'écoute pas beaucoup. c'est ça. J'écouterai plus de la même manière. Bon, et ça veut dire que ici à la Merlatière, parce que là, je vais bientôt continuer tout seul Ouais. mon chemin, je vais te laisser repartir, puis moi je vais continuer parce que j'ai encore un petit peu de chemin. Ça veut dire que je peux tomber sur le trésor. Il y a encore des bouts de trésor qui restent ici. Ah, c'est ça, tout le mystère justement et le fantasme des frères Guilry, c'est qu'effectivement ils ont été arrêtés, exécutés à côté de La Rochelle en 1608. Et finalement, Guilry n'a jamais parlé et il devait venir récupérer une partie du trésor, notamment à la Merlatière, à Boulogne et au château des Essarts. Donc on soupçonne effectivement qu'une partie de ces trésors sont encore enfouis quelque part sur ces 3 endroits. Bon, ben écoute, je ne sais pas si ça va être sur les notes de la comptine, mais je vais me mettre en quête au moins de l'arrivée de mon Déjà sentier, et puis peut-être que je vais trouver le trésor. Merci beaucoup Thomas. Avec grand Et puis à plaisir. très bientôt, et si tu trouves le trésor, tu m'appelles. Ah ouais, avec grand plaisir. Merci Thomas, À très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. With everything in motion. Say a word, hold a hand. Life is not the sum of what we. Le sentier de randonnée Compère-Guilry parcourt la campagne merlatérienne et est jalonné de pupitres qui vous livreront non pas la cachette du trésor, mais les secrets de l'histoire locale et des paysages. De plus, des tables de pique-nique et des bancs posés en plusieurs endroits du parcours vous permettront de faire des haltes et vous reposer après plusieurs kilomètres de marche. Alors, en parlant de halte, nous on va faire un tout petit détour par une entreprise familiale qui produit depuis le XVIe siècle des produits en terre cuite. On ne peut effectivement évoquer la Merlatière sans parler de la brique, tant leur histoire est liée. Au XIVe siècle, la fabrication de tuiles et de briques constituait une des activités principales de la commune, la production fabriquée ici à partir des 4 fours des Tuileries étant recherchée et réputée pour sa In qualité. every single moment. La da 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 da. Patrice, bonjour. Bonjour, Tu vas bien? très bien, Bon, tu es avec ton cousin Olivier, je crois, et ton oncle Thierry, c'est ça. un des 3 responsables de la poterie Luton. Alors, c'est une vieille entreprise. Tu peux me raconter un petit peu l'histoire? Oui, alors à l'origine, c'est une briqueterie qui date de plusieurs siècles, qui était à mon grand-père. Le village porte le nom du four Luton. Luton, en vieux latin, ça veut dire lutte. Lutte, c'est Donc, le nom de l'argile. la famille. Le nom de la famille, lutte, c'est argile. D'accord, Donc le village a pris le nom de la famille, en fait. d'accord. Et ok. donc on a su se reconvertir au fil des années en fonction des Des modes. siècles même. Des siècles, voilà. même. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez relancé, il y a quelques années, un objet très étrange qu'on appelle Oya, c'est ça? Oui, Oya, ça veut dire pot en terre cuite en espagnol. D'accord, Et donc nous, effectivement, on n'a rien inventé puisque c'est un produit qui existait. On retrouve des traces en Chine et voire dans la Rome antique d'accord, et qui a été remis au goût du jour il y a une dizaine d'années et qui se développe vraiment maintenant depuis 3-4 ans. d'accord. 4 ans, Et ouais. alors, ce produit, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, je comment crois ça que marche tu en as un là. J'en ai deux. Deux On va en même. prendre un. Donc ça, c'est l'Oya enterré et on a l'Oya à planter. D'accord, Ah, mais le fonctionnement est le même. d'accord, Donc c'est fait avec de l'argile spécifique qui est cuit Ok. à une certaine température d'accord, et qui permet au pot d'être poreux. C'est-à-dire que quand on va verser de l'eau, l'eau va passer à travers. d'accord. Ok, je comprends. Voilà, donc on l'enterre Ok, auprès des plantes, on l'enterre à peu près jusqu'ici, on le remplit d'eau ok. et ça va permettre une économie d'eau de l'ordre de 50 à 70%, puisque ça va alimenter la plante directement au niveau des racines. Dans cette période de nouvelles pratiques du jardin, avec le réchauffement climatique, avec les pénuries d'eau,
Je pense qu'on est en plein dans une tendance, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Les gens, je pense, ont pris conscience que l'eau était Voilà, on économise de l'eau. Voilà, on économise de l'eau, on évite la pousse des mauvaises herbes, Ouais, parce qu'on n'arrose pas en dessous, Ouais, tout et à on fait. évite les maladies au niveau de certaines plantes, Puisqu'on n'arrose pas les en feuilles. dessous. Voilà, D'accord, tout à fait. ok, effectivement. Et puis la plante n'a pas de choc de stress, puisque en fait elle est irriguée naturellement. Tout à fait. Ok, mais alors, si vous ne l'avez pas inventé et que vous l'avez remis en place, il a fallu trouver le secret, parce que j'imagine qu'il y a un secret de fabrication. Il y a c'est surtout la matière et comment le faire, il a fallu retrouver, donc la terre, D'accord, la cuisson, savoir Ok. à quelle température on peut le cuire pour que ça soit poreux, d'accord. pas trop haut, puisque après c'est pas poreux. Et puis surtout le savoir-faire, trouver les personnes, parce que ça c'est des produits qui sont faits totalement à la main. Oui. On n'a pas trouvé les machines pour les réaliser. D'accord. Donc trouver, je dirais, le savoir-faire au niveau des potiers, capables de réaliser une centaine de pots par jour, comme ça, quoi. Donc il y a une alchimie entre la matière, le temps de cuisson, le savoir-faire, donc c'est presque un secret de famille quelque part. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et alors ce secret de famille, ces Oya, on les trouve que localement ou... On les trouve partout, on les trouve dans toute Partout. la France, D'accord, dans les pays européens. ok. Et puis notre fierté, c'est qu'on distribue de temps en temps aux États-Unis et en Australie, on a dû livrer une ou Il y deux a fois. des Oya Luton all over the world. C'est ça, Ah, exactement. c'est formidable. Voilà. Eh ben, bravo, bravo. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est beau, c'est passionnant. Longue vie, Merci. puisqu'il y a déjà une longue vie derrière, longue vie à Luton. Nous, on va être obligé de partir, on va continuer notre chemin, puisqu'on a un sentier à finir, puisqu'on doit aller joindre notre point d'arrivée. Donc, je te dis merci, puis à très bientôt. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Bring me back to what I know. What I know is what I know. As you are home. Bon, eh bien, la pluie s'est définitivement arrêtée. Nous, il nous reste une centaine de mètres et on arrive à notre point d'arrivée. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré cette balade autour de la Merlatière et au cœur de la légende des frères Guilry. Ça ne me donne qu'une envie, celle de repartir très vite pour un nouveau sentier du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts et de nouvelles rencontres. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de À mi-chemin. Bye bye. That no one is ever too